Pour commencer, ce sera Patrick Manresa. Patrick Manresa est un ancien policier du 36 quai des Orfèvres à Paris et qui était après, pour se rapprocher de sa famille, à la CRPJ de Toulouse, à la criminelle. Alors initialement, Patrick devait faire une conférence sur les messages qu'il reçoit de son guide. Mais comme Anne-Marie Lisano fait une conférence qui était prévue depuis 2 ans là-dessus, donc ça allait faire doublon. Aussi, Patrick va vous raconter des signes qu'il a et les visions des personnes de l'au-delà lorsqu'il fait des enquêtes aussi. Voilà, c'est très intéressant qu'un policier qui a l'aura, disons, matérialiste, les scientifiques ont l'aura, non, les docteurs, pardon, et les physiciens ont l'aura scientifique, et les policiers ont l'aura matérialiste. Ils sont très matérialistes. Si. Non, il y en a très peu qui parlent de l'au-delà quand même. Hein. Bon, si. Voilà, bonjour, c'est Patrick. Patrick Manresa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, qui va me présenter? Bon, je suis Patrick Manresa, j'étais officier de police judiciaire donc, à la brigade criminelle de Paris et à la criminelle du SRPJ de Toulouse en fin de carrière. Donc, comme il a dit, enfin, ça c'est Yves qui le dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de policiers qui sont réceptifs. Bon, je vais essayer de vous démontrer le contraire. C'est pas facile de commencer le matin, hein, c'est pas facile. Ça me rappelle un peu les cours d'assises. Enfin, ceci dit, l'ambiance ici a l'air un peu plus sympathique qu'en cours d'assises, vu qu'on n'était pas attendu à bras ouverts souvent. Alors, donc moi je suis rentré dans la police en tant qu'enquêteur à l'âge de 26 ans. Auparavant, de 16 à 22 ans, j'étais dans la marine nationale. Et après, j'ai travaillé dans le privé pendant 4 ans. Donc à 26 ans, je suis rentré comme enquêteur de police donc à l'école de Saint-Malo. Et à ma sortie d'école, j'ai pu choisir donc, le service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne, où j'étais basé à Créteil. Les 2 premières années dans ce service, j'ai été affecté dans un groupe d'enquête générale. C'est-à-dire on traitait des moindres affaires, entre guillemets, ça restait des affaires PJ. Donc on pouvait travailler sur les stupéfiants, les volants en main armée, enfin les petits, des choses comme ça. Au bout de 2 ans, c'est un commissaire qui m'a choisi pour intégrer le groupe criminel du service départemental de police judiciaire. Donc dans ce groupe, j'étais le seul enquêteur. Tous mes collègues, dont à l'époque étaient inspecteurs principaux, divisionnels, enfin les anciens grades. Voilà. Donc moi j'ai dû faire mes preuves naturellement, j'étais le moins gradé et j'étais pas censé au départ faire des auditions de mise en cause. Et les auditions de mise en cause sont souvent réservées à des gens expérimentés qui ont de la bouteille comme on dit. Moi j'avais déjà depuis l'âge de 7 ans des ressentis. Mais bon, quand vous rentrez dans la police, tout ça, vous le mettez de côté, vous n'en parlez pas, hein, puisque on rentre dans un monde où tout est carré. Notamment quand on a une affaire criminelle, c'est les constatations. C'est la phase la plus importante dans une enquête criminelle, puisque si on ne remarque pas quelque chose, on ne fait pas un prélèvement comme il faut ou autre, tout ça peut avoir des incidences pour la poursuite des enquêtes. Alors quand on était naturellement appelé sur des meurtres, moi j'étais là avec mes petits camarades, et quelquefois je ressentais des présences. Vous voyez ? Mais bon, j'en parlais pas, mais je sentais des présences. Et petit à petit, j'ai ressenti de plus en plus. Et un jour, sur une affaire où on avait quelqu'un qui avait pris une balle dans la tête, qui avait une arme à ses pieds, mais on ne pouvait pas déterminer en fin de compte si c'était un suicide ou un meurtre. Moi, on avait la photo naturellement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de faire de l'écriture inspirée, puisque je pratiquais déjà l'écriture automatique au départ et inspirée par la suite. Donc je me suis branché sur la photographie du défunt pour savoir ce que je pouvais ressentir au niveau de ce qui s'était passé. Et là, je me suis senti attiré vers le noir, vous voyez, quelque chose qui n'était pas bon. Donc moi je savais qu'il était, d'après mes ressentis, qu'il était parti dans le bas astral. Donc là, j'ai arrêté.
parce que pour moi, j'avais le gros panneau danger qui s'allumait. Ma guide et mon grand-père m'ont signalé que là, c'était un danger. Donc j'ai arrêté. Je n'ai pas récidivé par la suite, tout seul comme ça, parce que souvent, on a des meurtres. Bon, il y a des gens normaux qui sont malheureusement victimes, mais on a aussi beaucoup de gens qui vivent, qui ne sont pas spécialement cool. Donc, petit à petit, je me suis aperçu que mes facultés me permettaient de sentir les gens, surtout au niveau des interrogatoires. Et après avoir fait mes preuves, petit à petit, j'ai été amené, quand j'étais à Créteil, à faire des auditions de mise en cause. Et j'ai acquis comme ça une réputation. Alors les collègues ne pouvaient pas dire que j'étais médium, moi je ne le disais pas. Ils disaient, bon, eh bien, il est très bon dans les interrogatoires, voilà, et on l'utilise pour ça parce qu'il est bon dans ce domaine. Voilà. Après la PJ, c'est hiérarchisé, mais quand les chefs de groupe, en fin de compte, utilisent le meilleur des gens. C'est ça qui est bien dans la PJ. Si quelqu'un est bon dans les constatations, on va l'utiliser plutôt pour faire les constatations. Tout le monde, moi les constatations, c'est pas ma tasse de thé. J'ai pas des études littéraires vraiment qui me permettent de voilà, d'écrire des pages et des pages sans que ça sorte, vous voyez, parce que les constatations, c'est pénible à lire, hein, on mesure des tables, des hauteurs, enfin c'est pas cool à lire après. Et moi dans les interrogatoires, eh bien, j'aimais ça. J'aimais ça, je pouvais passer 8 heures en audition avec quelqu'un, avec une mise en cause naturellement, jusqu'à ce que je trouve la faille. Donc je sais que j'ai été aidé, et souvent j'arrivais donc comme ça à faire parler les gens. Petit à petit, je dirais, j'ai gravi les échelons à Créteil, et j'ai été reconnu en tant que tel au niveau des interrogatoires. Et en 1996, il y a un ancien commissaire de Créteil qui était à la brigade criminelle de Paris, m'a proposé un stage, de faire le stage à la crime, le fameux stage des 2 semaines. Mais à l'époque, à la brigade criminelle de Paris, il n'y avait pas d'enquêteurs. Il y avait très peu de femmes, parce que la chef de service de l'époque, Madame Montet, ne voulait pas trop de femmes et elle ne voulait pas d'enquêteurs. Parce qu'à l'époque, enquêteur, on n'était pas officier de police judiciaire, on était agent de police judiciaire. Donc il m'a dit, écoutez Patrick, venez faire le stage, ça sera bien, vous verrez, vous connaîtrez les grandes brigades, mais il me dit, il n'y a pas de place pour les enquêteurs. Donc écoutez, en décembre 1996, j'ai été faire ce stage de 2 semaines, et là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Première semaine, je crois que c'était le 3e jour, on a eu une affaire de meurtre, donc moi je suis parti avec les collègues, il y a un téléphone, c'est pas le mien. Donc on est parti sur un meurtre le matin et on avait commencé les constatations. Peu de temps après, l'état-major de la police judiciaire nous a appelés pour nous dire donc qu'on était dessaisi de l'affaire et qu'il fallait qu'on parte donc sur l'attentat de Port-Royal, l'attentat terroriste dans le métro de Port-Royal. Donc les 2 semaines, je les ai passées donc à travailler sur l'attentat de Port-Royal. La brigade criminelle donc était occupée à ça. Alors la brigade criminelle, c'est toujours d'actualité, elle est scindée en 2 parties. Il y a le droit commun et la section antiterroriste, mais tout ça fait partie de la brigade criminelle de Paris. Le droit commun s'occupe des meurtres, assassinats et autres, et naturellement l'antiterrorisme s'occupe que des affaires de terrorisme. Et en fin de compte, là, la brigade criminelle, il manquait du personnel et il leur fallait du monde. Et à l'issue des 2 semaines, j'ai été convoqué par le chef, par Madame Montaigne, et elle m'a dit, écoutez, Monsieur Mareza, ça s'est bien passé pour vous pour le stage, vous allez repartir à Créteil, mais peut-être d'ici la semaine prochaine, vous serez affecté à la brigade criminelle de Paris. Mais elle m'a dit, la condition, c'est que vous alliez à la section antiterroriste. Elle me dit, vous dites rien à Créteil, vous attendez le télégramme. Et 3 jours après, j'ai quitté Créteil donc, pour intégrer la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. Donc c'est pareil, j'ai intégré un nouveau groupe. Comme à Créteil, j'ai dû faire mes preuves, mais vous savez, il y a le téléphone, les gens vous connaissent plus ou moins, on entend parler de vous.
Donc cette intégration à la section antiterroriste s'est réalisée rapidement. Et j'ai pas eu de soucis, vous voyez, pour faire des auditions et autres, auditions de mise en cause. Et pendant 2 ans et demi, donc, j'ai officié à la section antiterroriste en faisant des auditions de mise en cause. Et au bout de 2 ans et demi, moi, j'ai demandé à intégrer naturellement le droit commun, puisque les affaires de terrorisme, c'est un peu compliqué, puisqu'on a quand même le pouvoir politique qui interfère, les magistrats et autres, et on ne travaille pas sereinement. Hein. Dans toutes ces affaires-là, c'est compliqué. Et puis moi, c'était pas trop mon truc, moi je préférais les affaires de droit commun. Donc au bout de 2 ans et demi, j'ai intégré un groupe de droit commun. L'intégration s'est faite de manière très facile. Et là, c'est pareil, j'ai jamais eu de problème donc, pour faire les auditions. Et donc, dans le cadre justement de mon arrivée dans le droit commun, là, j'ai été amené donc à magnétiser des collègues. Donc, je magnétisais déjà quand j'étais à la section antiterroriste. Donc, je magnétisais dans un bureau, vous voyez, sur une table. Hein, les gens devaient se mettre sur une table, c'est bien dur. Petit à petit, j'avais été acheter un matelas un peu pour que les gens soient plus installés confortablement. Et naturellement, petit à petit, la hiérarchie l'a su. Mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, le chef de service savait qu'entre midi et 15, sur la coupure, je magnétisais des collègues. Ça s'est étendu petit à petit aux collègues de la brigade des stupéfiants. Voilà. Donc, les gens savaient que j'étais magnétiseur. Voilà, et c'est passé très bien. Et donc, petit à petit, moi, j'ai dit que j'avais des ressentis sur les affaires, quoi. Et donc, on a été, en 2000, je venais, moi, d'avoir réussi mon examen pour être officier de police judiciaire. Donc pendant 1 année, j'avais alterné le travail et l'école, et à l'issue, naturellement, il y a un examen, quoi. Et je crois 2 mois après que j'ai été promu d'officier de police judiciaire, la brigade criminelle de Paris, c'était au mois d'août, a été saisie d'une affaire à Paris. Mais c'est une affaire qui datait du mois de juin, c'est-à-dire une affaire qui avait été traitée par le commissariat local, le commissariat du 11e arrondissement. Donc on n'avait pas le corps naturellement, puisque c'était un incendie qui avait entraîné la mort d'une personne âgée. Et c'est le commissariat qui avait traité l'affaire. Et le procureur de la République de Paris a jugé que les collègues n'avaient pas assez bien travaillé, il n'y avait pas d'indices, rien. Donc on a été chargé de cette affaire. Et mon chef de groupe m'a dit, Patrick, pour inaugurer ton OPJ, tu vas faire les constatations et la perquisition dans cet appartement. Alors, vous voyez, comme un peu ce matin, on arrive un peu stressé, c'est normal. Moi, j'étais stressé par les constatations, parce qu'en matière criminelle, c'est le truc pour moi le plus pénible à faire, parce qu'après, vous avez au moins 30-40 pages derrière à remplir, hein, de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez fait. Donc on est parti là-bas et on a fait ouvrir la porte blindée qui avait été placée par le syndic, puisque la porte d'origine avait brûlé dans l'incendie. Donc on est rentré, tout le groupe, dans cet appartement et il était noir de suie. Il y avait de la suie de partout, mais après c'était pas un incendie qui avait ravagé cet appartement. La dame âgée, le rapport d'autopsie disait que la dame donc était morte d'avoir inhalé les fumées. Donc on pénètre dans les lieux, appartement, vous voyez, avec une seule chambre, hein, assez petit, je dirais. Et puis moi j'étais concentré en fin de compte sur comment j'allais organiser mes constatations, voilà, mon cheminement policier. Et je rentre dans la chambre. Vous voyez, j'étais seul, je rentre dans la chambre, je me tiens à la porte, je me rappellerai toujours, donc il y avait face à moi le lit, et tout était noir, les draps étaient noirs, sauf à l'endroit où il y avait eu le corps. Et la dame donc avait voulu se lever, et elle était tombée à la perpendiculaire de son lit, donc on voyait, vous voyez, elle était comme ça. Et le blanc, naturellement, où il y avait eu le corps. Et là, je me dis juste... Ah, elle a compris qu'elle allait y passer, vous voyez, je me dis ça, hein, elle a voulu se lever, elle est morte sur place. Et là, je sens une présence à ma droite.
Et à ma droite, il y avait une grande fenêtre qui occupait tout le pan du mur de droite. Vous voyez? On était au 15e étage, donc... et un tabouret en plastique de couleur orange sous cette fenêtre. Et je vois rien, je tourne, je vois rien. Et j'ai senti une présence. Mais ça, ces présences, j'avais l'habitude, et des fois sur les scènes de crime, de les sentir. Bon, personne n'avait pu rentrer, puisque moi j'étais au niveau de la porte d'entrée, donc personne, parmi mes collègues, n'avait pu pénétrer. Je repars donc dans mon cheminement policier, naturellement, pour me dire, bon, allez, comment je travaille, je regarde de nouveau le lit, et je ressens encore une présence à droite. Je retourne la tête, et là, je vois une dame âgée assise sur le tabouret. Et là, je me suis dit, ben, Patrick, t'es bon pour l'asile de Pinas. Alors, l'asile de Pinas, pour ceux qui sont du sud-ouest, c'est à Lannemezan, c'est l'asile pour les fous. Parce que là, honnêtement, je l'ai vu comme, je vois Vincent ou autre. C'était la première fois quand même que j'avais une vision claire comme ça. Et là, cette dame me parle. Mais vous voyez, de façon assez énergique, en colère. Vous me voyez, c'est les jeunes qui ont mis le feu à la porte. Moi, bon, je reste quand même un peu dubitatif, là. Je me dis, mais j'ai fondu les câbles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si, vous me voyez, elle insistait. Et là, ma guide, mon grand-père, m'envoie l'affiche du film Tati Daniel. En fin de compte, ils m'ont envoyé cette affiche pour me faire comprendre comment était cette dame. C'est-à-dire, elle avait le même caractère que l'héroïne du film. C'était une personne acariate qui n'était pas cool. Donc à partir de là, avec cette info, c'est comme si je m'étais branché avec elle, vous voyez. J'ai capté comment elle était. Donc là, j'ai discuté, et là, elle insistait vraiment, c'est les jeunes, elle était en colère. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes morte. Je lui ai dit, il ne faut pas rester là, il faut aller dans le tunnel de lumière. Je lui ai dit, il faut prier, demander à vos guides, enfin à votre guide ou vos guides, de venir vous chercher. Et je lui ai dit, écoutez, je vous ai entendu, d'accord, on va mener cette enquête, je vous promets qu'on fera le nécessaire. Après, c'est des promesses, donc je tenais quand même à respecter ce que je lui avais dit. Hein. Donc, et je vous signale que nous, dans le dossier, on n'avait que le nom, l'adresse, mais dans ce dossier, on n'avait pas la photo de cette dame. On n'avait pas. Donc moi, avant de partir, je ne savais pas à quoi ressemblait cette dame. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais, moi? Je dis, j'en parle aux collègues ou pas? Alors j'étais avec l'adjoint du chef. Bon, tous les collègues, je les avais magnétisés. Au cours du magnétisme, on perçoit beaucoup de choses personnelles sur les gens. Voilà, après, les gens, ils voient bien que vous ne les inventez pas, hein, ces trucs-là. Donc j'en ai parlé à mon collègue, Bernard. Je lui ai raconté, je l'ai décrite. Et c'est Bernard, une demi-heure après, qui a trouvé, pendant la perquisition, la carte d'identité de cette dame. Et il m'a dit, mais regarde Patrick, c'est la personne que tu as décrite. Je peux vous dire, j'étais le premier rassuré, parce que c'est troublant, même si on a des ressentis, là quand vous voyez vraiment quelqu'un se matérialiser, ça fait quand même un choc. Ben, je peux vous dire que 5 mois après, alors qu'on n'avait aucun indice, rien, on a sorti cette affaire et qu'on a interpellé 5 jeunes. Et j'ai été aidé aussi encore dans cette enquête parce qu'à un moment on a fait l'enquête de voisinage, hein. C'était dans une cité de Paris. Et j'étais avec un collègue, on a été voir la gardienne. Et c'était le matin, vers 11h. Et la gardienne, bon, elle nous a répondu de manière très succincte. Moi je sentais qu'elle avait peur. Une petite voix m'a dit, pars, et tu reviendras à la fermeture. Donc moi j'ai écouté, je dis à mon collègue, écoute Xavier, on s'en va. Midi et quart, la loge était fermée, ben on a sonné, elle est venue nous ouvrir, et là j'ai dit, écoutez madame, moi je sais que vous avez peur, que vous savez des choses, je dis, moi je vous propose un truc, vous nous racontez ce que vous savez, et nous, on ne marque rien, vous signez rien, on ne fait pas de procès verbal, d'audition de témoins, ça reste entre nous, donc jamais votre nom sortira. Et donc là, elle nous a dit que le matin des faits, l'incendie avait eu lieu à 1h30 du matin. Le matin des faits, à 8h du matin, dans la cité, elle a vu 2 jeunes
qui se renseignaient, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors, elle nous a dit, ces jeunes-là, normalement, ils se lèvent à midi, pas avant. Donc à partir de là, avec les noms, nous, on a travaillé sur la téléphonie de ces deux jeunes, et à partir de là, avec la téléphonie, on a investigué, hein, et on s'est aperçu que la nuit des faits, quelques jeunes naviguaient dans les alentours, ce qui était normal aussi, puisqu'ils habitaient là, dans les cellules bornées à cet endroit-là. Mais on s'est aperçu que dans la nuit, il y avait eu un déplacement de certains téléphones, qu'ils étaient revenus, et que dans toute la nuit, ils se sont rappelés. Et là, moi j'ai fait le forcier avec mon chef de groupe, j'ai dit, il ne faut pas aller les chercher de suite, on va aller en chercher 2 ou 3 au hasard, enfin pas au hasard quand même, qu'on avait ciblé. On s'est dit, c'est pour mettre la pression dans la cité. Donc on a interpellé 2 personnes, qui n'avaient rien à voir dans les faits, simplement ils connaissaient les autres, hein, naturellement. Et c'était pour faire monter la pression. Et tous les autres, on les avait sur écoute téléphonique. Donc naturellement, quand on les a relâchés, on a attendu qu'ils se voient entre eux, parce qu'au téléphone, ils étaient quand même relativement discrets. Mais il y avait de la pression qui s'était installée chez eux. Et le lendemain, à 6 h du matin, ben, on a été chercher ces 5 jeunes-là. Et parmi ces jeunes, il y avait le fils d'un boulanger. Donc, le père, naturellement, qui avait un statut hein, dans le quartier. Le fils, ben, voilà, il avait fait une bêtise, certes, mais il pensait à son père, lui. Vous voyez, à ce qu'allait arriver aussi à son père. Et donc, lui, il a commencé à parler. Et puis, naturellement, hein, dès qu'il y en a un qui parle, et après, bap. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a arrêté ces jeunes. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à 7 ans de prison, puisque c'était un incendie criminel, avec mort, mais sans intention de la donner. Donc, dans le cadre d'une autre affaire, là, c'était à Paris. Là, c'était une commerçante qui avait été assassinée dans son magasin, elle vendait des chaussures. Et cette dame a reçu entre 50 et 55 coups de couteau, principalement sur la poitrine. C'est une dame qui s'était fait refaire les seins, donc il y avait des seins en silicone. Hein. L'acharnement a fait que le silicone avait coulé, vous voyez, de ses prothèses. Et c'est la première fois, moi, que parce que là, j'ai passé une nuit entière sur les lieux avec le procédurier de la brigade criminelle, en fait, du groupe, je dirais, puisque moi, j'étais son assistant, là, pour être procédurier en titre plus tard. On a passé la nuit, donc, avec cette pauvre dame, à faire les constatations d'usage sur le corps. Et c'est la première fois que je voyais, moi, un cadavre de quelqu'un qui a les yeux ouverts. Et dans les yeux, on voyait la peur. Je peux vous dire, dans les yeux, il y avait l'effroi, la peur. Et c'est la première fois que je voyais ça. Parce que souvent, même quand on a des gens qui ont les yeux ouverts, c'est inexpressif. Mais là, je peux vous dire, il y avait la peur. Donc, moi, j'ai passé la nuit dans cette atmosphère. Hein. On a mis du temps quand même à travailler sur cette dame, sur sa dépouille, hein, avant qu'elle soit donc évacuée à l'Institut médico-légal pour l'autopsie. Le lendemain, je suis revenu tout seul avec 2 témoins pour faire la perquisition. Vous voyez. Donc, pendant 2 jours, j'ai été plongé dans cette ambiance. Et là, l'identité judiciaire, avec qui nous travaillons naturellement, pendant les constatations, a trouvé une trace papillaire dans le tiroir caisse de ce magasin. Et le FAED, le fameux logiciel, donc, a ressorti le nom, parce que la personne était connue de la police. Donc on a eu l'identité, naturellement, de cette fameuse trace papillaire, donc ça correspondait à quelqu'un. À partir de là, on a une identité, on travaille, donc c'était quelqu'un qui habitait à Créteil, et quand on a son palmarès, il était plus long que mon bras. Donc c'était quelqu'un qui était connu pour beaucoup de vols à main armée. Il avait commencé à aller en prison à 16 ou 17 ans. Il avait été condamné à de longues peines hein, pour des violences volontaires et des braquages. Donc c'était quelqu'un qui était rompu quand même qui connaissait nos tactiques de travail, hein, naturellement. Et donc on a été à son domicile, c'était le domicile de ses parents. La plupart des voyous, de toute façon, ils donnent toujours le domicile des parents.
Et c'est toujours les parents, les pauvres, qui subissent les perquisitions et toutes les tracasseries, quoi. Donc il n'était pas chez ses parents, il était en cavale. On a mis 15 jours à le trouver, et on a travaillé comme on travaillait beaucoup à l'époque à la Crime Paris, on travaillait avec l'Antigan et la BRI. Ceux que vous voyez à la télé, là, qui ont fait les opérations terroristes, antiterrorisme et autres. Donc on travaillait, nous, la Crime, beaucoup avec eux. D'ailleurs, on était à côté d'eux, à la Crime. Et donc c'est eux qui ont fait ce travail de filoche et ainsi de suite, et d'interpellation. En plus, dans un quartier assez chaud, donc ça a été très mouvementé. Donc, quand c'était Mohamed Grib, je peux le dire, quand Mohamed Grib a été interpellé, le chef de la brigade criminelle à l'époque, c'était M. Pechnard, et il m'a dit ben Patrick, c'est vous qui ferez l'audition. Donc, moi, quand on m'a amené Mohamed Grib, c'est la BRI qui me l'a amené, il avait des menottes donc, aux mains et des menottes donc, aux chevilles. Il était surexcité, il voulait crever tout le monde, comme ça c'est ses termes, hein, donc j'emploierai ces termes, vous traitez de tous les noms, voilà. Et dans mon bureau, donc, il y avait une pression naturellement, avec un type qui est au sol, il le maintenait au sol au départ, il avait commencé à nous renverser des chaises et tout, donc il fallait quand même une présence pour le contenir, je dirais. Et il y avait une magistrate qui était en stage chez nous, une magistrate donc, de la Seine-Saint-Denis, du 93, qui était là. Donc moi j'attends un peu que ça se calme avant de commencer cette audition. Et bon, je commence par le début, naturellement, identité, tout ça. Ouais, il ne voulait rien dire. De toute façon, on avait son identité, c'est moi qui lui fais lecture, en fin de compte, de son état civil. Et puis à un moment, de toute façon, il me dit, espèce d'enculé, alors c'est pas mes termes, hein, je parle comme il me parle, espèce d'enculé, de toute façon, je dirai rien, vous ne m'avez pas notifié mes droits. Et là, la magistrate dit, elle se présente, et elle dit, monsieur, j'étais là sur l'interpellation, les policiers vous ont notifié vos droits. Il a traité la magistrate de pute. Voilà, pour vous situer un peu l'ambiance de cet interrogatoire. Donc petit à petit, ben, on arrive quand même, après son état civil, donc, sur l'enquête, et je lui dis comment on se tutoyait, puisque avec moi il avait des noms d'oiseaux dont je le tutoyais, hein, c'était pas un souci. De toute façon, c'est pas un souci pour moi dans les auditions. Quelquefois, on me tutoie aussi, je tutoie. Donc je lui dis comment t'expliques que dans le voisinage, on t'a vu, des gens t'ont vu. Ils ont reconnu ta photographie, comment t'expliques ça? Il dit, effectivement, j'ai dû aller dans le quartier, mais bon, voilà, j'ai le droit de me promener. Ok. Donc, vous voyez, avant d'arriver à quelque chose, c'est assez long. Et à un moment, bon, je rentre un peu plus dans le sujet, et j'ai dit, mais comment t'expliques qu'on ait trouvé tes empreintes digitales dans le tiroir caisse du commerce, puisque tu dis que tu n'y es jamais rentré? Et là, il me dit, c'est ma pute de mère qui a engendré un autre diable comme moi, c'est mon frère jumeau. Et là, j'ai des frissons dans le dos, j'ai une voix qui résonne dans ma tête, mais de façon très énergique. Stop! Ne rentre pas en lui, ne rentre pas en lui, vous avez assez d'éléments, t'embête pas, ne rentre pas en lui. Tous les gens qui ont croisé cet homme, et tous les collègues, même ceux qui n'avaient aucun ressenti, ont tous dit il a le diable en lui. Et je peux vous dire, moi j'étais face à lui, je sentais qu'il était habité. Je sentais que c'était quelqu'un de démoniaque, vous voyez. Alors pas lui en tant que tel, mais que quelque chose était en lui, une force sombre. C'est pour ça que ma guide m'a dit stop, ne rentre pas en lui. C'est-à-dire moi d'habitude, ben oui, à un moment je me branche, je capte l'énergie. Donc là, il ne fallait surtout pas que je capte cette énergie mauvaise. Donc c'est vrai que je ne me suis pas embêté, je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas un problème. Nous, on a tes empreintes digitales, on a des témoignages de témoins, donc je lui ai dit, t'es bon pour la prison et pour la cour d'assises et tu vas prendre le maximum, je lui ai dit. De toute façon, avec ton palmarès, t'inquiète pas, tu vas prendre perpète. Renom d'oiseau et ainsi de suite. Et à un moment, il me dit, de toute façon, je ne signerai rien du tout. Ben, j'ai dit, t'as pas le courage alors de tout ce que tu dis. Et il me dit, si, t'as raison, je vais signer. Il me dit, quand tu vas m'enlever
menottes, je vais te planter le stylo dans la gorge, je vais te crever comme une merde. J'ai dit, ben écoute, on va se passer de ta signature, c'est pas important. J'ai dit, même tu sais, t'es pas le seul à pas vouloir signer, c'est pas important. Donc naturellement, il a été déféré. Il n'est jamais passé en cour d'assises. Parce qu'en prison, en mangeant, il s'est étouffé avec une quenelle de saumon. Donc vous voyez, la justice divine est passée avant la justice humaine. Petit à petit, on a continué naturellement à travailler sur lui, parce que c'est pas parce qu'il y avait extinction naturellement de l'action publique, il était décédé. Mais on a appris par la suite qu'il avait essayé de tuer une dame à Créteil, qu'on a entendu. Elle avait les mains tailladées entièrement. Il avait essayé de lui planter un poignard là. Elle s'était défendue, donc elle avait saisi le couteau. Elle avait les mains, je peux vous dire, la pauvre, couvertes de cicatrices. Les gendarmes de Fontainebleau sont venus nous voir. Ils le suspectaient d'avoir tué 2 prostituées dans la forêt de Fontainebleau. Après, naturellement, comme il était décédé, on n'a jamais pu prouver tout ça. Et pour vous situer un peu le personnage que c'était. Voilà. Donc par la suite, ça a continué naturellement. Donc plutôt, comme je vous l'ai raconté dans les interrogatoires. Et en 2011, l'ancien chef de la crime, qui était devenu directeur général de la police judiciaire, m'a fait prévenir via je ne me rappelle plus le nom, le terme, enfin, son directeur de cabinet, voilà, pour savoir si je voulais partir en mutation à Toulouse. Puisqu'on s'était connus, tout ça, et puis j'ai accepté. Vous voyez, j'ai accepté de partir à Toulouse. J'étais en fin de parcours, il me restait 5 ans à faire. Donc à Toulouse, ça n'a pas loupé, j'étais affecté au groupe crime, alors que je ne voulais pas y revenir. J'en avais un peu, j'étais fatigué de tout ça. 2012, je suis arrivé en 2011, 2012, l'affaire Mera, attentat à Toulouse, tout ça, donc, et rebelote, on se replonge dans tout ça. Et à Toulouse, je peux vous dire, ça a été très mouvementé, beaucoup d'affaires de meurtres dans les cités, hein, voilà, vous suivez l'actualité comme moi. Hein. Et je dirais la dernière affaire sur laquelle j'ai travaillé, c'est l'affaire, maintenant je peux dire le nom parce que il avait fait appel, le meurtrier, mais il a été rejugé, donc je peux citer son nom. C'est l'affaire Maureen Jacquin. L'affaire Maureen, et cette jeune fille a été tuée, pareil, d'une 50aine de coups de couteau à Toulouse, et elle travaillait chez Airbus, cette gamine. Et dont le meurtre a eu lieu un week-end. Donc il y a un groupe de permanence, hein, et la collègue de la crime, elle était nouvellement affectée au groupe crime, mais avant elle était au STUP. Donc STUP, crime, on n'a pas vraiment la même façon de travailler, hein. Mais bon, elle avait fait très bien son boulot. Donc moi, le lundi, quand on arrive, les autres, on nous dit, là, on a une affaire, voilà. Et moi, je dis au chef de groupe, j'aimerais aller sur les lieux pour ressentir l'atmosphère. Pour ressentir l'atmosphère, voilà, savoir un peu ce que je pouvais ressentir. Donc là, le lundi, avec les autres du groupe, on part sur les lieux, et dans cet appartement, la porte vitrée était légèrement ouverte, et ainsi que le rideau métallique. Donc effectivement, quelqu'un avait pu se glisser dessous. Et tout le monde avait conclu que l'auteur était passé sous le rideau métallique. Moi je rentre et je sens une présence. Mais par contre, pas comme t'a dit Daniel, je vois rien. Mais je sens une présence. Je sens qu'il y a quelqu'un dedans. Et je dis, non, il est passé par la porte. Je dis, elle lui a ouvert la porte. Et les collègues, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, c'était pas comme à Paris, j'avais pas le même relationnel, je dirais, avec ses collègues. Je dis, parce que je le sens, voilà. Et dans ce groupe criminel, il y avait un collègue de Paris avec qui j'avais travaillé. Et je lui ai dit, écoute, on va regarder un peu à l'extérieur, dans le couloir. Et là, avec mon collègue, on trouve 10 minuscules taches brunâtres. Alors, ça peut être du sang ou autre chose, hein. Mais là, on fait revenir l'identité judiciaire. Et l'identité judiciaire, après que le labo dont fasse les analyses et autres, confirme que c'était du sang. Donc ma théorie, qu'il soit passé par la
porte était plausible également. De là, moi, je récupère les photos de la défunte, les photos de l'appartement, et là, ces photos, je les montre à Florence Hubert, qui est au fond, là-bas. Je montre les photos à Florence et je lui dis, voilà, je voudrais que tu me dises ce que tu ressens sur cette scène de crime. Et là, Florence, elle me confirme que la jeune fille est toujours dans l'appartement, qu'elle est en colère. Et elle me dit, oui, elle était en petite culotte. Bon, sur les photos, c'est vrai, on la voit en petite culotte avec un t-shirt. Elle me dit, elle a un t-shirt bleu. Et je dis, non, il est rouge son t-shirt. Elle me dit, non, il est bleu. Et je dis, Florence, regarde, il est rouge. Et en regardant les photos, à un moment, on voit juste un morceau du t-shirt de couleur bleue. Son t-shirt était tellement imbibé de sang que sur les photos, on pensait qu'il était rouge. Vous voyez un peu? Donc Florence, dans son flash, elle voit qu'elle a bien, vous voyez, un t-shirt bleu. Bon, je me dis, ben c'est bien, là, c'est des indications. Et elle me dit, elle le connaît, elle lui a ouvert la porte. Donc, elle rejoint un peu ce que j'avais ressenti. Le lendemain, moi, je vais voir le chef de groupe et je dis, voilà, écoute, Fabrice, moi, je te propose un truc. Je fais venir sur les lieux Florence, j'y vais avec elle. Je l'équipe, hein, naturellement, donc masque, tenue comme sur une scène de crime, hein, pour pas qu'elle laisse son ADN et ses empreintes digitales. Et on part, donc moi je dis à Florence absolument rien sur l'enquête. Hein. Donc j'enlève les scellés judiciaires et on rentre tous les deux. Et j'ai dit à Florence, voilà, moi je veux que tu me dises tout ce que tu ressens. Et là elle me dit, elle est là. À un moment elle sent un courant d'air et elle me dit, eh bien, elle est allée se faire un café. Donc vous voyez, la victime était dans sa bulle, comme si elle était toujours sur Terre. Enfin, de toute façon, elle n'était pas montée, donc elle était toujours présente. Elle était en train de se faire un café. Et à un moment, donc, elle capte quand même notre présence. Et là, Florence donc, a des flashs de ce qu'elle lui dit, et elle était en colère. Et là, Florence, elle me dit, ça s'est passé dans cette pièce. Elle me dit, il est rentré, je le vois, elle lui ouvre la porte, il est grand, elle me dit, il a peut-être un casque, quelque chose comme ça, je ne vois pas bien, mais elle me dit, il est costaud. Il rentre, et il me dit, au départ, il ne vient pas pour la tuer, mais ça dégénère dans la pièce. Et elle me dit, il prend un couteau là. Elle me désigne donc un tiroir sur la commode. Moi, je n'avais pas fait les constatations dans la perquisition, donc je ne savais pas où était rangé le matériel de cuisine. Elle me désigne le tiroir, j'ouvre ce tiroir, et effectivement, dans ce tiroir, il n'y a que des couteaux. Donc je me dis, un bon point pour Florence. Elle me dit, donc il prend le couteau et la petite, elle a peur, elle part se réfugier donc, dans la pièce d'à côté qui est sa chambre. Elle part derrière le lit, lui saute sur le lit et puis là, il la massacre. Je peux vous dire, il y avait du sang jusqu'au plafond, ça a été un massacre. Et elle me dit après, elle me dit, il va se laver les mains dans la salle de bain, il s'essuie les mains. Et elle me dit, il se regarde dans la glace, il est calme. Il regarde ce qu'il a fait, il est calme. Elle m'a dit, il est calme. Nous, pendant les constatations, dans la salle de bain, il y avait du sang dans le lavabo et il y avait une serviette, sur le porte-serviette, maculée de sang. Alors, c'est pas la défunte qui a pu aller se laver les mains. Hein. La pauvre, c'était fini pour elle. Hein. Donc, après analyse, naturellement, nous, on trouve bon, l'ADN de la gamine, ce qui est normal, et on trouve un ADN masculin. Mais c'est pas pour ça après qu'on a un nom, puisqu'il n'était pas dans la base de données. Et on trouve à côté du lit une lampe frontale, où on retrouve le même ADN que sur la serviette, vous voyez. Donc pourquoi une lampe frontale là? On ne sait pas. Et cette gamine, elle avait... On n'a jamais su pourquoi, enfin, ce que c'était. Elle avait des énormes rayures de chaque côté des cuisses, comme si c'était une impression, vous voyez, d'une grosse fermeture éclair, de quelque chose comme ça. Mais on a fait tous les magasins, maroquinerie et autres pour savoir. À l'autopsie, ils n'ont pas pu identifier l'origine de ces marques. Je ne pense pas qu'on le saura un jour. Et Florence, donc, toujours dans la pièce, elle me dit, mais elle passait le permis, là, je vois qu'elle passait le permis. Et effectivement, elle avait un nouvel ami, et elle passait le permis moto.
Vous voyez? Donc tout ce que Florence nous a dit, ça s'est révélé vrai. Et à un moment, elle me dit, quand il était dans la salle de bain, elle me dit, ça y est, je le vois. Elle me dit, il est costaud. Elle me dit, il doit faire peut-être de l'haltérophilie, quelque chose comme ça. Elle me dit, mais il a les yeux clairs, très clairs. Et elle me dit, il a soit un tatouage, soit une marque à droite. Donc moi, quand je rentre au service, je raconte tout ça donc, à mes collègues. Et nous, dans toutes les personnes qu'on avait vues, on n'avait aucun souvenir de quelqu'un qui avait ce profil. Hein. Moi, je suis parti à la retraite, enfin, à la retraite pas dessus, j'ai pris mes jours que j'avais à prendre, mais je suivais quand même l'enquête. Mes collègues, dont après mon départ, ont entendu 200 personnes qui travaillaient dans Airbus, dont audition, prise d'ADN, et ainsi de suite. Et, naturellement, ils sont tombés sur quelqu'un qui avait eu une relation avec Maureen, une relation ancienne, qu'on avait déjà eu en audition au départ, mais comme son ADN n'était pas fiché dans la base de données, c'est sûr qu'on n'avait pas de concordance. C'est après à l'audition et en prenant son ADN qu'on s'est aperçu donc, que ça matchait. Alors lui, il a un système de défense, et d'ailleurs son avocat a fait pareil, il a expliqué que son ADN qui était sur la serviette, c'était normal, parce que comme il avait eu des relations sexuelles avec la victime 6 mois auparavant, il a dit de toute façon elle n'était pas trop soigneuse, les draps ça doit être les mêmes, la serviette aussi, et l'avocat aussi en cour d'assises, il a plaidé que de toute façon l'ADN était sur la serviette et que le sang est arrivé après. Vous voyez, ça c'était leur système de défense. Ça n'a pas été reconnu par la cour d'assises, puisqu'il a été condamné à 18 ans, il a fait appel, il a repris pareil, ou un peu plus, je crois. Voilà. Donc cette affaire a été jugée. C'est l'affaire que raconte Florence dans son 2e livre. Et moi, à l'époque, avant qu'elle sorte son livre, donc je lui avais conseillé de ne pas parler de Toulouse, ni du nom de la victime, puisque c'était toujours en attente du second procès. Donc pour éviter des problèmes, je lui avais dit, tu ne parles pas de ce nom. Mais c'est l'affaire donc qui est relatée dans son second livre. Je regarde l'heure en même temps pour savoir, voilà. Donc ça, c'est des signes les plus marquants, je dirais, dans ma carrière. Alors, moi, des médiums dans ma carrière, hormis Florence, je n'en ai pas contacté. Tous les services de PJ sont sollicités par des médiums. On reçoit, quand j'étais à la crime, on reçoit des milliers de coups de fil, notamment pour les attentats, où on reçoit des appels de médiums, de voyants ou autres qui nous disent des choses. On exploite, hein, je peux vous dire qu'on exploite derrière, mais bon, souvent, c'est un monceau de trucs, voilà. On a beaucoup d'appels d'illuminés. Alors je vais démystifier un peu, parce qu'en ce moment, dans la presse, il y a quelques médiums là, qui disent qu'elles ont collaboré à des enquêtes avec le SRPJ, la criminelle, notamment pour des affaires qui ont défrayé la chronique. Si on travaille avec des médiums, ça se fait comme de la manière dont moi je l'ai faite, c'est-à-dire de manière discrète, mais en aucun cas ça apparaît en procédure. En procédure, on ne fera jamais un procès verbal comme quoi on a contacté un médium et relaté ce qu'il nous a dit. Parce que sinon, en cour d'assises, on se fait démolir, nous. Hein. C'est pas reconnu tout ça, d'accord? Des témoins, bien sûr, mais médium, bon, voilà. Nous, on utilisera ce qu'on... Voilà. Mais il n'y a aucun... Parce que en conférence, j'ai entendu un médium qui disait « La police vient me chercher avec le gyro de thon ». Vous n'avez qu'à croire ouais, qu'on y va avec un gyro de thon. Il ne faut pas oublier que sur une scène de crime, il y a un magistrat qui est présent, il y a un commissaire de police, enfin il y a du monde de présent. Enfin, un policier n'arrive pas avec un médium et le gyro de thon. Ça, non, non. Alors occasionnellement, on peut travailler comme ça en sous-marin, je dirais entre guillemets, vous voyez, pour avoir des informations, mais il n'y a aucun médium patenté, attaché à un service pour travailler comme ça. Voilà. Ça, je tenais à faire un peu que ça soit clair. Moi, j'étais dans un des plus grands services en France, donc je connais les autres services PJ. Hein. J'ai été, au cours de ma carrière, en mission, naturellement, en France et à l'étranger, hein, au cours de mes enquêtes. Non, on en parlait quand même de tout ça.
Alors on a effectivement quelquefois des connaissances qui sont propres à nous, où on peut s'en référer, mais il n'y a pas d'enquête, enfin d'investigation à ce niveau-là, de manière formelle et institutionnalisée. Voilà. Donc, depuis que j'ai pris ma retraite, moi je me suis installé donc, à Fronsac et donc je forme les gens au magnétisme. Hein, je fais des journées, une journée de formation en magnétisme. Et je forme, enfin je fais aussi, je ne voulais pas trop le faire, mais bon, en accord avec les guides et autres, je fais maintenant des initiations. Ça dure juste 2h30, initiation donc, à l'écriture automatique et l'écriture inspirée. Parce que c'est une pratique entre guillemets qui peut être très dangereuse. Voilà. Donc je forme les gens surtout à ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je leur explique le procédé. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour le magnétisme ou l'écriture, j'ai mis des feuilles à côté des livres de Florence avec ma carte. Il suffit de vous inscrire. Voilà, ça n'engage à rien. C'est que moi, quand j'ai des dates, voilà, je vous dis, ben, moi, tel week-end, je forme. Voilà. Vous avez juste à mettre vos noms, prénoms, le téléphone et une préférence pour le jour, samedi ou dimanche. Voilà. Donc c'est ce que je fais et je me suis établi donc, depuis 2015, donc je suis déclaré en tant que magnétiseur guérisseur. Donc vous voyez d'un métier qui était très carré, hein, très carré, vous voyez où je suis maintenant, mais j'y étais quand même avant. Moi depuis l'âge de 7 ans, j'ai des perceptions. Ça ne m'a pas empêché, vous voyez, avec mes ressentis, de travailler dans un domaine carré. Donc voilà, je pense que s'il y a des questions, oui, il me reste 10 minutes, c'est ça, Yves? Parti? Oui? C'est bon? Voilà. Donc écoutez, vous avez 30 minutes de pause. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous souhaite donc une agréable journée ou un bon week-end à ceux qui sont là pour les 2 jours. Merci à vous tous.